Retour sur le plateau de Politique en partenariat avec Slate.fr, Jean-Marie Colombani et nos éditorialistes, Arlette Chabot, éditorialiste à Europe 1 et LCI, Dominique Régnier, directeur de Fondapol, et puis Gaël Brustier, chercheur en politique, en sciences politiques. Donc retour sur ce plateau, nous avons évoqué bien sûr François Hollande et son discours de ce matin sur la démocratie et le terrorisme. On sent bien que François Hollande ne rêvait que d'une chose, c'était d'affronter Nicolas Sarkozy pour cette présidentielle. Nicolas Sarkozy et les juges, quelle histoire, redit François Mitterrand. Le parquet, vous le savez, cette semaine a demandé un procès. Arlette, ce parquet, ces juges, d'abord, est-ce que les juges, mènent un combat politique? Est-ce que le parquet a montré un zèle, on va dire, et qu'il y a le calendrier, la période est soupçonnable, on va dire? Parce qu'interpeller tout le monde, c'était le jour choisi pour annoncer cette décision, le jour de l'ouverture du procès d'un ancien ministre socialiste. Bon, voilà. Autrement, je ne me prononcerai pas personnellement sur les juges. La justice avance. Je dirais qu'elle avance aussi lentement. Et moi, j'ai un regret, je pense que beaucoup de citoyens doivent avoir. Je mets le cas de Nicolas Sarkozy de côté. Moi, je regrette que tout ne soit pas fait, clair, transparent sur l'organisation et le financement de la campagne de 2012. On est en 2017. Alors, on va dire que la justice est lente, qu'il y a eu des révélations sur Big Malion il y a 2 ans, mais dans une démocratie, on devrait, ne serait-ce d'ailleurs pour peut-être mettre à l'abri de tout soupçon Nicolas Sarkozy, avoir fait la clarté totale sur la campagne d'il y a 5 ans. Voilà. Et qu'on reparte pour 2017 avec une campagne, des financements, une organisation dans la clarté. Et je pense que ça, il y a un défaut dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est ça que moi je regrette plus que tout. Est-ce que François Fillon, dans le fond, a eu le nez creux et il a inoculé, en quelque sorte, le poison à Nicolas Sarkozy, puisque une semaine avant, est-ce qu'il pouvait connaître le... Enfin, ça, on ne le sait pas, donc on va y répondre. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais dans le fond, est-ce que cette ombre autour de Nicolas Sarkozy, eh bien, quand on est candidat à l'élection présidentielle, l'idée de probité est quand même la première des vertus à avoir. Oui, ça participera en tout cas du jugement que les électeurs de la primaire, et puis ensuite, si le résultat est favorable à Nicolas Sarkozy, les électeurs français dans leur ensemble, du jugement qu'ils se formeront sur Nicolas Sarkozy. Ce que vient de dire Arlette Chabot est très important. Moi, je partage complètement cette analyse. J'ajoute un point à ceci, mais c'était dans le raisonnement d'Arlette Chabot. J'ajoute un point, c'est que Nicolas Sarkozy, là, inévitablement, comme il n'a pas été... on n'a pas clarifié sa situation, puisque la justice est lente, mais il faut quand même très très lente. Est-ce qu'on peut savoir si ça va être clarifié avant l'élection présidentielle? On ne sait pas, probablement que non. Après, il y a un quinquennat. S'il est président, par hypothèse, puisqu'il est candidat, il y a l'immunité présidentielle. Le résultat, c'est que toujours le soupçon demeure. Mais c'est ça. Et ça, je parlais de poison. Mais exactement. Mais c'est général, ça. Et les juges, là, pardon, parce ils manquent de moyens, je sais, etc. Mais il faudrait qu'ils nous expliquent un jour comment ça fonctionne, parce que ça tue la démocratie, ce soupçon permanent. On arrive. L'affaire Big Malion a explosé quand même en 2014. Il avait été condamné en 2012 c'est un sujet majeur, par le Conseil constitutionnel, mais c'était pas. On peut imaginer quand même qu'on met le paquet sur un sujet qui concerne une élection présidentielle, des candidats lourds, un ancien président. Enfin, on pourrait quand même savoir, on peut se dire, pour la démocratie, c'est comme pour Jérôme Cahuzac, c'est pareil. Sur ce genre de personnalité, quand même, il a été chargé de lutter contre la fraude fiscale. Est-ce qu'on peut savoir assez vite, y compris pour se faire une opinion avant 2017, dans les 2 cas, est-ce qu'on peut savoir assez vite? Parce que le soupçon qui demeure, ensuite on vous dit, oui, mais on ne peut pas continuer parce qu'il nous manque du temps et puis à l'élection on arrête, et bien le résultat, c'est que, au fond, le Front National profite de tout ça, évidemment, parce qu'il fera une référence, Marine Le Pen, j'imagine, fera une référence à ça, avec amusement, et tout le monde dira, c'est vrai, on est dans un pays où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc c'est très, très négatif, ça, pour la démocratie. C'est très négatif, mais la lenteur de la justice est préjudiciable à tout le monde. Pas seulement aux personnes en personnalité en vue. Donc il y a un vrai problème. Et puis par ailleurs, on va un peu vite en besogne, parce que là, on a affaire aux réquisitions du parquet. Si ma mémoire est bonne, l'affaire Big Malion est entre les mains du juge Renaud Van Rubeck. On ne sait pas ce qu'il va conclure.
il va peut-être conclure à un non-lieu ou à un non-renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel. Il y a eu une annonce du parquet, mais l'annonce du parquet ne signifie pas qu'il sera poursuivi du tout. Hein. Non, mais oui, mais les médias vont un peu vite sur la condamnation de Sarkozy. La tonalité médiatique, c'est quand même, ça relève le soupçon, inévitablement. Bien sûr. Et le soupçon nourrit le populisme, Gaël Broussier ? Alors ça nourrit deux choses, ça nourrit certes la défiance envers les élus et ça nourrit un discours qui est le discours des lieutenants de Nicolas Sarkozy qui me fait irrésistiblement penser à celui de Berlusconi en Italie qui a occupé la vie politique italienne pendant 20 ans en disant qu'il était la première victime des juges et des communistes. Ouais. Et donc il passait son temps dans les meetings à dire vous voyez qu'on ne s'occupe pas des délinquants mais on m'attaque moi et les communistes m'en veulent et les juges sont partis liés avec les communistes, etc., etc. Bon, évidemment, nous, le discours n'est pas exactement le même, mais ça ressemble, c'est-à-dire il y a un complot politique contre Nicolas Sarkozy. Il y a du Berlusconi dans Sarkozy. Il y a incontestablement du Berlusconi par certains aspects dans Nicolas Sarkozy et dans la construction. Je suis obligé de redescendre dans l'arène parce que je suis la première victime d'une injustice et que je donne tout à la France. Personne ne m'empêchera de tout donner à la France et surtout pas, sous-entendu, il y a en filigrane, il y a un complot contre moi dont l'institution judiciaire est partie prenante. C'est le point commun immédiatement que j'ai vu dans ces interventions. Alors, on va faire plaisir à Arlette Chabot, on va parler d'Emmanuel Macron, puisque oui, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, celui-ci. Je n'ai pas adhéré En Marche, je ne fais pas partie de la jeunesse qui doit... Arlette y pense beaucoup. Tout le monde y pense, peut-être trop, mais on y pense. Mais c'est vrai qu'on le critique, parce que dans le fond, c'est qui on s'interroge, légitimement. On s'interroge et on constate. On constate qu'il fait des dégâts au centre et à droite. Oui, parce que dans le fond, il mord sur l'électorat d'Alain Juppé. Vous voyez, c'est quand même le symptôme d'une classe politique complètement recuite, parce que il suffit qu'arrive quelqu'un comme ça. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Le système est déstructuré, affolé, parce que vous avez un étranger au sein de la maison. Il n'a pas de parti. C'est vraiment incroyable. Ils sont hypersensibles, tous ces gens-là. Il faut vraiment que ce soit prévu depuis 25 ans. C'est turbulent. Alors là, que comme tout le monde, vous prenez un ticket. Moi, c'est 2022, moi, c'est 2025. Non, mais Dominique, c'est la simple lecture des sondages. D'abord, il sème la zizanie au centre, parce qu'il y a une partie du centre qui veut aussitôt s'allier avec lui, ayant bien compris qu'in fine, son aire de développement sera l'électorat centriste, puisqu'il dit ni droite ni gauche, donc c'est la logique. Et en même temps, dans la campagne actuelle, il fait le jeu, objectivement aurait dit Georges Marchais, il fait le jeu de Nicolas Sarkozy, puisque de toute façon, il prend sur une partie des gens qui auraient plutôt souhaité voter Alain Juppé. Donc forcément, c'est donc un acteur politique, j'allais dire, de plein exercice. C'est pas quelqu'un de nouveau de ce point de vue-là. On est dans la politique la plus traditionnelle. Et il a un effet important sur le président de la République. Ah, bien sûr. Moi, je considère que la tonalité aujourd'hui, la tonalité du président aujourd'hui, François Hollande est redevenu celui que l'on connaissait. Il ne peut pas être comme il était aujourd'hui sans être candidat. Mais bien sûr. C'est pas le président qu'on a entendu, c'est le candidat. On ne remet pas en cause, bien sûr. Totalement. Mais vous voyez, cette espèce de l'aisance, le désir de se battre, l'humour, etc., ça, c'était le candidat. Et il est obligé de se précipiter parce que Macron va l'empêcher. Sinon. Il avait dit, je le dirai en décembre. Pour moi, il l'a dit aujourd'hui, les candidats. Pour moi, le problème, effectivement, est-ce qu'on voit bien le centre, première victime, bien sûr. Le centre divisé, première cible, première victime éventuelle. Après, il prend aussi un électorat de droite, Alain Juppé, bien sûr. Et alors après, est-ce qu'il y a un électorat de gauche socialiste, déçu de François Hollande, qui va rejoindre qui va rejoindre de plus en plus. Il a fait chuter tout de suite les intentions de vote en faveur de François Hollande. Ça a été mécanique. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où peut descendre François Hollande? Peut-il un peu remonter? Et si le phénomène Macron continue, alors là, ça va vraiment mettre en difficulté. Parce que les questions qu'on nous pose souvent à nous, journalistes politiques, je ne sais pas vous, mais peut-il y arriver sans parti politique derrière? C'est un peu la question à 1000 points. Peut-être un tour de table là-dessus. Est-ce que sans parti politique, on peut gagner, ou en tout cas aller jusqu'à l'élection présidentielle sans parti derrière?
En France, il y a quand même quelque chose qui ressemble de plus en plus à une crise de régime, mais qui se développe en fait dans les partis politiques. C'est-à-dire que si vous regardez les permanences de partis politiques, la vie des partis politiques, vous n'avez plus personne. Les partis politiques sont largement désertés. Même le Front National, qui est soi-disant la force dynamique d'un point de vue partisan, a de grosses difficultés à recruter. Et les nombres d'adhérents qui sont de 60 000, 70 000 selon les chiffres, enfin, c'est très très relatif par rapport à la société française. Donc Emmanuel Macron pense qu'il a un coup de poker à jouer. Je pense que c'est les termes d'ailleurs qui sont utilisés. Et quand on regarde bien la structuration d'il y a 10 ans ce qu'on appelait dans le milieu de la science politique l'échec d'une réussite, à savoir la candidature de Bayrou. S'il adopte le même type de structuration, en fait, avec un électorat plutôt conservateur, un électorat de centre-gauche social-libéral qui ne représente jamais que 6% de l'électorat français, et un électorat centriste pur, s'il parvient à agglomérer ça comme étant une espèce de front du refus à la fois de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, s'il parvenait à être investi, et de Marine Le Pen, il a une petite carte à jouer. D'ailleurs, il est en concurrence directe. Il a un trou de souris, donc, lui. Il est en concurrence directe avec François Bayrou. Qui pourrait s'agrandir. Entre 8 et 12%. Il a un socle. C'est l'espace de François Bayrou. Il a un socle qui est de cet ordre-là, et il a une petite chance d'agripper un deuxième tour par un front du refus, comme ce dont a bénéficié Bayrou il y a 10 ans, il faut se souvenir, entre Ségolène Royal. Vous avez dit que c'était l'échec, la réussite... mais c'était il y a 10 ans, la crise de régime n'était pas trop développée. La réussite dans l'échec. Parce que moi je crois aussi qu'il y a une crise de régime, comme Gaël Brechty vient de le dire, latente, à bas bruit, j'allais dire, de plus en plus bruyante. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Emmanuel Macron a un positionnement qui est intéressant, parce que Marisol Touraine l'a dit en mauvaise part contre lui. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne analyse. Elle l'a dit, pour le critiquer, elle a dit qu'il était anti-système. Je pense que c'est un bon positionnement. C'est un très bon positionnement d'être un anti-système, pas irrationnel. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Populiste. C'est l'air du temps. Pas populiste. En tout cas, c'est populisme des élites. Je ne sais pas s'il n'y a pas de démagogie dans son discours. Le populisme peut être non démagogique. Je ne sais pas, moi je ne connais pas. Il peut y avoir un populisme des élites ? Le discours anti-système. Les populistes sont toujours issus des élites. Généralement très fortunés, regardez Marine Le Pen, très fortunée, n'ayant jamais vécu une vie normale. Vous parleriez d'élite Ah oui, quand même. Vous la oui, c'est clairement les élites. Une petite bourgeoise, comme disait son père. Oui, plutôt bourgeoise. Je sais pas, je connais pas. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du patrimoine, mais à mon avis, c'est beaucoup. C'est pas une élite, elle ne sort pas de l'ENA, ni de normal beaucoup de petits bourgeois aimeraient avoir son niveau de vie. Non, on est vraiment dans les... Quand je parle d'élite, je parle des normaliens ou des énarques. L'élite a plusieurs formes. On va parler du rejet encore des élites, ou en tout cas de l'immigration. L'AfD, trois lettres qui incarnent la colère allemande. L'AfD, c'est le parti d'extrême droite qui fait une percée, arrivant en deuxième derrière le SPD. Alors une claque immense pour Merkel. Alors Gaël, il y avait l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne qui semblaient assez immunisés contre l'extrême droite. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé la semaine dernière dans le fief de Merkel, c'était une poussée de fièvre, ou c'est le début d'une menace qui est en train de prendre forme ? Déjà, on avait dans le monde germanique le laboratoire de l'Autriche, avec la transformation et la croissance du FPO qu'on a vu aux dernières élections présidentielles annulées finalement. Et on a un parti qui ressemble grandement au FPE, qui est l'AfD, qui ne sont pas des néo-nazis, qui sont un parti de droite populiste, une radicalisation du conservatisme allemand, et qui s'est réorienté de la contestation de l'euro comme instrument qui leur coûtait trop cher par solidarité avec un Sud qui était un Sud de feignants, en un parti anti-musulman, anti-immigré. Et il y a aussi le moteur idéologique de l'Europe. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est intéressante, qui s'est faite entre la fin 2015 et le printemps 2016, et qui montrait qu'au début, il y avait 79% des Allemands qui étaient favorables à l'accueil des migrants, et on était passé par contre en 6 mois de 33% à 47% des gens qui pensaient que l'accueil n'était plus possible. Et donc vous avez une polarisation accrue sur ces questions-là, et dans une société allemande qui refuse les migrants, une surmobilisation d'un électorat qui parfois revient aux urnes d'ailleurs sur cette question-là, qui refuse la question de l'immigration. Les trois circonscriptions où l'AfD est majoritaire dans le Mecklembourg, là, ce sont trois circonscriptions où apparemment il n'y a pas de problème d'immigration, mais par contre ce sont 3 circonscriptions frontalières. Mais juste pour... évidemment, je ne vais pas contester l'analyse de Gaël parce qu'elle est pertinente, mais pour la nuancer peut-être un petit peu, le Land en question, c'est le plus petit des Landes allemands. Oui.
C'est le plus pauvre des lands allemands. C'est un land nouveau d'ailleurs, nouvellement créé, qui est un land d'Allemagne de l'Est, et où il y a moins de 4% d'immigrés, réfugiés, etc. Donc c'est vraiment totalement atypique. Donc il faut peut-être aussi prendre la mesure de cela. Et ne pas non plus trop étendre à toute l'Allemagne. C'est vrai que c'est une défaite pour les chrétiens démocrates parce qu'ils ont un parti qui prétend de toute éternité couvrir tout le champ de la droite sociale à la droite dure ou à la droite forte, comme on dirait en France. Et que là, ils sont un petit peu entamés de ce point de vue-là. Que ça s'est traduit aussi par l'effondrement du parti néo-nazi, qui était fort avant dans ce land-là, et qui disparaît et qui est absorbé par ce vote qui est plutôt un vote, en effet, populiste, etc. Mais en même temps, moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qui me frappe le plus. Il y a tous ces chiffres, c'est vrai. Mais la réalité de la société allemande, c'est quand même une leçon pour tout le monde. La réalité de la société allemande, ce sont des associations partout. Ce sont des gens qui se mobilisent partout. Ce sont donc pas seulement des gymnases, mais dans chaque village, des lieux qui sont créés pour accueillir des réfugiés, même si l'opinion, en général, commence à considérer que, voilà, on ne peut pas en accueillir davantage, peut-être pas davantage, mais ils en ont accueilli beaucoup, ils en accueillent beaucoup. Et comparé à la situation française, ou par exemple au silence de l'Église de France, malgré un pape qui a dit accueillez dans chaque paroisse, accueillez une famille. Vous avez vu ce mot d'ordre relayé en France nulle part. En Allemagne, ils ont ce terrain hérité du christianisme qui est différente de la nôtre sans doute, et qui fait que la société allemande s'est très fortement mobilisée, bien sûr. Alors il y a des incidents, il y a eu des endroits qui ont brûlé, il y a eu des trucs graves. Ah non, je pense vraiment. L'Allemagne était une exception. Pourquoi c'est une erreur? Depuis 2013, c'est plus le cas avec l'AfD, qui est d'ailleurs un parti populiste fondé par des élites intellectuelles. Je parle de l'accueil fait aux réfugiés par la société allemande. Tout à l'heure, on en parlait, des élites intellectuelles, des élites universitaires, du monde des affaires qui ont fondé l'AfD. C'est pas des enfants d'ouvriers ou des ouvriers, c'est vraiment des élites anti-françaises d'ailleurs aussi, c'est important, pas au sens ethnique ou je ne sais quoi, mais ils ne supportent plus la cohabitation avec cette France qui ne fait rien contre les déficits. L'AfD est un événement considérable en Europe parce que l'Allemagne n'avait jamais eu de parti de ce type puissant dans le champ électoral. C'est une défaite pour Angela Merkel parce qu'elle ne tient plus cet électorat qui était contenu au sein de la CDU. Elle ne les tient plus parce que cette position que rappelle Jean-Marie n'est plus acceptée en Allemagne. C'est fini. C'est aussi une défaite pour les autres. La social-démocratie qui finit premier a perdu 5 points. Tous les partis, sauf l'AfD, ont reculé. L'AfD progresse beaucoup. Tous les partis, dans Mecklembourg-Pommeranie, tous les partis ont reculé. Et en Allemagne, aujourd'hui, ce qui se passe, malheureusement, par rapport à ce que vous disiez, Jean-Marie Colombani, ça, c'est la phase d'avant. Maintenant, c'est fini. On est dans la bascule. Maintenant, on considère que c'est ça. On a fait le plein. Mais sauf que les gens se sont mobilisés. Ils restent mobilisés. Aujourd'hui, la CDU a pris position de manière très dure sur tout ce qui est Burkini, voilà, etc. Aujourd'hui même. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne tenaient plus leur aile. Et c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On va avoir une Allemagne avec une AfD, Alternative for Deutschland, beaucoup plus puissante, qui va obliger la droite allemande à se situer sur beaucoup plus à droite. Alors, c'est la question que je posais à Arlette. Vous parliez du FPÖ en Allemagne, en Autriche, l'AfD en Allemagne, le Front National chez nous. Beppe Grillo en Italie. Voilà. Est-ce que ces partis politiques, Arlette, pervertissent dans le fond le débat public? Ne sont-ils pas aidés par, d'ailleurs, des gouvernements light, qui font aussi, qui mettent le curseur, du coup, beaucoup plus à droite? Il y a une sorte ils infléchissent, on va dire, l'esprit public. Je ne sais pas s'ils infléchissent, mais je crois que l'impuissance des gouvernements. Valls, il essaye d'aller... Il y a l'impuissance des gouvernements à régler les problèmes. Il y a une espèce de course, on sent bien, effectivement. Moi, ce qui frappe sur Angela Merkel, il y a un an, tout le monde disait elle défend les valeurs de l'Europe, elle est formidable. Quand on accueille les réfugiés, c'était l'héroïne. C'est la une du point. Je ne dis pas que c'est la vérité. On voudrait la même. La une du point, etc. On voudrait la même. Aujourd'hui, on commence à dire mais est-ce que la droite va vouloir, comment va faire Angela Merkel? 2017, il y a aussi des élections. En Allemagne,
l'Allemagne très important. Et au bout de tout ça, au-delà de l'Allemagne, c'est que quand on regarde l'Europe, où il faudrait que l'Europe réagisse, agisse, soit puissante, quand on met bout à bout... Arrêtons avec l'Europe, parce que l'Europe fait ce qu'elle peut. Oui, c'est-à-dire... Non, mais l'Europe... Les Européens, franchement, les institutions européennes font ce que les chefs d'État et de gouvernement demandent de faire. Et le problème, à mes yeux, pour revenir au point central soulevé par Dominique en début d'émission, c'est qu'ils répondent au populisme et à l'extrémisme par du populisme light. Et pour moi, ça ne peut pas être la bonne réponse. Voilà, ils se trompent. Moyennant quoi, light. Oui, absolument. Et donc, par ce moyen, ils encouragent, au fond, et ils légitiment ces poussées populistes. C'est pas comme ça qu'on les combat. L'Espagne ne fait pas exception. Le populisme, on pourrait parler de Nicolas Sarkozy, ou de la droite. Mais la gauche aussi. Mon ennemi, c'est la finance. C'est du populisme pur. Vous n'avez pas d'exception. Plus personne aujourd'hui ne fait exception à ça. Mais ça, c'est pas l'influence de l'extrême droite. Ah mais c'est pas un problème d'extrême droite. Le populisme, c'est un problème de peuple. La gauche est sensible au populisme. Mélenchon, c'est un populiste pur. C'est un populiste pur. Il le revendique quand même. Oui, mais parce qu'il y a il est plus dangereux économiquement qu'idéologiquement, ou les deux? J'en sais rien, parce que bon, je ne sais pas si on le verra à l'œuvre, mais c'est quelqu'un qui peut dire n'importe quoi, qui peut tenir des propos. Le populisme n'est pas de dire n'importe quoi. Qui peut tenir. Non, c'est pas forcément ça. C'est parfois ça, c'est souvent ça. Qu'ils s'en aillent tous. Sur le Venezuela, on va développer ce point, mais quand on lit son programme, c'est quand même extrêmement rude pour des personnes qui sont censées ne plus mériter leur place ici. Enfin, c'est quand même... Et puis, il a fait récemment une sortie au Parlement européen contre les travailleurs qui viennent voler le pain des travailleurs. C'est vrai, on est dans le truc, là. On est dans l'extrême droite. L'extrême droite, ça se mélange. C'est évident, ça. Changement entre sa campagne de 2012 et la campagne qui mène aujourd'hui, qui était un hymne à l'ouverture à l'immigration. Il a totalement changé. Moins Mélenchon. Pourquoi on dénonce moins Mélenchon? Parce qu'il fait 10 et pas 25. Et aussi parce qu'il a une certaine complaisance avec les médias. Il y a un phénomène dans les médias en sa faveur. Marine Le Pen est un des chouchous des médias, Mélenchon. Il y a un aspect très intéressant dans les nouvelles formes de populisme, qu'on les situe à droite ou à gauche. Et qui est un aspect qui touche à l'évolution de nos sociétés. C'est par exemple la volonté des gens de participer directement. Beppe Grillo, par exemple, pourquoi résiste-t-il malgré les difficultés de la gestion de la ville de Rome, ou alors les ordures, les transports, etc., c'est infernal, etc. Raggi a des scandales dans son entourage et tout. Parce que la capacité de faire participer les gens via Internet, les militants, les quartiers, les consultations directes et le lien direct entre un peuple qu'on contribue à construire et le leader représentatif est quelque chose qui s'adapte plutôt bien à nos sociétés. Les Allemands, avant d'avoir l'AfD, ont fait entrer le Parti Pirate, par exemple, dans le Parlement du Land de Berlin. Le Parti Pirate est peut-être quelque chose qui paraît totalement exotique chez nous parce qu'ils sont peu nombreux, mais les thèmes que ces partis abordent sont assez constitutifs de l'évolution de nos sociétés. Donc le populisme, faut vraiment le dialectiser entre l'horreur démagogique et puis aussi une mutation de nos sociétés qui est, on recherche dans un leader qui incarne à un moment donné un certain nombre d'aspirations présentes dans la société qui les construit. Je vois pas chez quel leader, chez quel populiste européen on voit ce lien avec le peuple par l'électronique. S'agissant de Rome, la crise est importante et ça fait 2 mois que la mairie... Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est important. Je veux dire, la crise qui pèse sur cette majorité est importante. 2 mois après ou 1 mois et demi après, on ne peut pas dire... Le jour d'élection, on savait que Le jour d'élection, on savait que ce serait comme ça. Oui. Merci à tous. C'est l'heure des infos. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette émission. À vous de nous avoir écoutés, regardez. Merci à Pauline Hellman et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci.